Philippe Geluc, on est ravis de vous accueillir, comme je vous le disais, en privé, dans notre petite émission L'Art des Confinés. Voilà, ma première question, qui est certainement la plus compliquée de toutes celles qui vont suivre, même si grand nombre de personnes vous connaissent, qui pensez-vous être, Philippe Geluc? Quelle bonne question. Si. Alors, je pense être un homme et un artiste heureux, euh, qui a eu une enfance somme toute heureuse, mais une adolescence un petit peu problématique qui n'augurait rien de bon au moment où je l'ai traversée. J'ai eu le sentiment de devenir moi-même à l'âge de 16 ans, parce que finalement, quand on est, on ne choisit pas de vivre, c'est d'autres qui le décident pour vous. Et puis on est là avec ce qu'on a, dans l'environnement qu'on fréquente, et on décide de rien. Et puis un jour, on prend sa vie en main. Moi, ça s'est passé à 16 ans ou 16 ans et demi. Et là, je me suis dit, tiens, j'ai l'impression de devenir ce que je veux être et je vais tout faire pour le réussir. Et bon, et la suite a prouvé que j'avais bien fait de prendre les choses en main. C'est vrai. Est-ce que la musique, je sais que votre fils fait de la musique, est-ce que la musique a une place importante dans votre vie en général? Alors, primordial, je suis né dans une famille d'amoureux des arts. Ma maman avait fait des études de chant. Elle était soprano, mais elle n'a jamais été professionnelle parce qu'elle était pétée de trac quand elle devait chanter devant des gens. Et dans ce métier-là, c'est un handicap. Donc, elle chantait pour nous. Et j'avoue que je ne peux. J'associe le bruit de l'aspirateur avec la flûte enchantée de Mozart parce que en faisant le ménage, elle chantait et ça m'est resté. Alors, ils m'ont initié tous les deux aux merveilles de la musique classique. Ils étaient surtout euh, adeptes de ce genre-là, pas de jazz, très peu de chansons françaises. Nous avions un disque de chansons françaises à la maison qui était Jean Ferrat qui chantait Potemkin, parce que mes parents étaient militants communistes. Et donc tout ce qui venait de l'Est était bien, tout ce qui venait de l'autre côté, c'était caca. Et donc, même la marque des disques classiques que nous écoutions, c'était Melodia, qui est une marque russe, et Supraphone, une marque tchèque. Très bons enregistrements, cela dit. Mais disons que ça a failli m'orienter un petit peu politiquement dans la vie. Après, j'ai réfléchi par moi-même. Hein, lorsque j'ai eu ces 16 ans, comme je vous l'ai dit, je me suis dit qu'il y avait peut-être d'autres choses à écouter dans la vie. J'avais commencé un peu plus tôt. Et j'étais curieux, évidemment. J'avais l'oreille très, très 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 fine avec les belles choses qu'on m'avait fait écouter. On m'a proposé d'apprendre la clarinette, ce que j'ai fait. Enfin, j'ai pas pu dire non, donc je joue de la clarinette et mais du classique à l'époque et des exercices de solfège épouvantables. Et puis je me suis mis à jouer du jazz et j'ai commencé à apprécier d'autres choses. Donc j'ai eu la chance de vivre à l'époque où les Beatles existaient encore. Et donc, ça a été, si vous voulez, mon entrée dans la pop musique et dans la musique des gens de mon âge. Et puis, je n'ai cessé d'écouter euh, de la musique pendant toute ma vie. Je le fais encore souvent maintenant, bien sûr. Euh, et, et voilà, et puis j'ai découvert tous les genres. Je me suis pas confiné, puisque le mot est à la mode, dans un Oui. seul genre musical. Donc j'écoute aussi bien de la chanson française que du jazz, que de la pop, que peu de rap. Euh, mais j'essaye de m'intéresser à À quoi ressemblerait la BO d'une journée avec vous, Philippe Geluc? tout. Alors, elle serait joyeuse dès le lever, parce que je le suis moi-même. Enfin, je ne sais pas, j'ai une sonnerie sur mon téléphone qui est le réveil, qui est un truc que vous connaissez sûrement, qui est un taran, 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 une sonnerie à la con, mais qui me met de bonne humeur. Et donc, le matin, j'écoute la radio, mais puis je suis du genre à chanter sous la douche. Alors, pour l'instant, c'est un petit peu plus compliqué parce que comme j'écoute la radio et les informations en même temps, les sujets traités ne me donnent pas forcément envie de chanter, il y a de la joie, mais euh, c'est de la musique, oui, un petit peu peps,
Pas de la nuit, oui, parce que je suis quelqu'un, voilà, je suis un lève-tôt, je me mets en route très vite, dès que je suis sur mes deux pieds, je suis joyeux, j'ai envie de raconter des conneries et de faire rire ma femme. Et donc la musique qui va avec, ça peut aller de... Parfois, je lui mets au petit déjeuner des chansons de la comédie musicale Chantons sous la pluie, avec des duos très joyeux, très rigolos. Et j'ai retrouvé dans ma discothèque, ça, c'est une merveille que je vous recommande. Vous ne pourrez plus vous en passer si vous découvrez ça. C'est la bande originale d'une comédie musicale un petit peu mélo des années 50, je crois, et qui s'appelle The Five Pennies. Et c'est avec Louis Armstrong et Danny Kaye qui s'occupe d'une petite fille. Alors c'est un petit peu, c'est tire-larme parce que c'est une petite fille qui est hospitalisée et tout, mais enfin à la fin ça va bien, je vous rassure. Et il joue de la musique pour soutenir l'hôpital, tiens, eux aussi déjà, et pour remonter le moral à la petite fille. Et il joue et chante merveilleusement, et en plus en étant rigolo. Et ça, pour moi, c'est le bonheur. C'est la réunion des deux grands amours artistiques de ma vie, c'est la musique et l'humour. Et c'est pas tellement fréquent, les musiciens rigolos et la musique rigolote. Non, Alors, en vous écoutez général, non. ça et après, ça vous donne la patate. Ben, c'est ce qu'on va faire. En tant que comédien, humoriste, présentateur, dessinateur et j'en passe, pensez-vous qu'on peut rire de tout dans la situation dans laquelle on est? Alors, c'est indispensable parce que je connais beaucoup de soignants, je connais beaucoup de médecins, des infirmières, et les dessins que je leur envoie, la façon dont je les fais rire, la façon dont eux me font rire, euh, me prouve que c'est indispensable. Quand on est dans des situations difficiles, voire dramatiques, voire calamiteuses, l'humour est une bouffée d'oxygène. Alors, c'est pas se moquer, évidemment, aucun médecin dans cette situation aujourd'hui n'a envie d'aller se moquer d'un pauvre type qui est sous respirateur au service de réanimation. Évidemment, il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit de rire de choses que nous croisons tous les jours, de situations parfois embarrassantes, problématiques. On peut toujours au moins sourire et souvent rire en essayant de dédramatiser. Pour moi, c'est la vertu essentielle du rire. Mais alors, j'ajouterai à cela une nuance, c'est que si vous connaissez un peu mon travail, j'aime l'humour grinçant, l'humour noir, l'humour un peu décalé, les trucs, les blagues qui me mettent parfois un petit peu mal à l'aise, mais pour faire rire. Et je trouve que c'est pas le moment vraiment. J'ai pas envie de jouer cette corde-là pour le moment. Euh, c'est pas les sujets qui manquent. Je pourrais faire de l'humour noir très très grinçant sur des sujets qui passent en boucle sur nos radios et sur nos télés. Mais j'ai pas envie parce que je pense que des gens en situation difficile et dramatique ne comprendraient pas que c'est de l'humour et en seraient affectés, en seraient peinés, en seraient attristés. Et j'ai tout envie, sauf ça. J'ai pas envie de faire de la peine aux gens. Mais lorsque ça va un peu mieux ou lorsque la situation le permet, j'aime bien évidemment faire de l'humour Revenir, malvenu. revenir sur le devant de l'humour. Est-ce que vous croyez qu'à l'heure actuelle, le monde culturel est mis en danger? Ah ben totalement. Totalement. Et beaucoup d'artistes se sont rassemblés sur des pétitions, sur des tribunes qui étaient publiées pour dire à votre président de la République et à notre première ministre en Belgique qu'il fallait absolument soutenir ce secteur. J'ai découvert à cette occasion-là que le secteur culturel était un des secteurs les plus importants dans l'économie du pays, bien avant, alors je ne sais pas dans l'ordre si c'est avant l'automobile ou un autre, mais enfin, c'est énorme par le nombre de gens qui y travaillent et par l'ampleur des budgets développés. En fait, nous avons la chance de vivre dans des pays qui aiment la culture, qui aiment leurs artistes, qui consomment de la culture sous toutes ses formes. Euh, et même la télévision, c'est difficile à croire, mais même la télévision, c'est parfois de la culture. Donc,
les télévisions tournent à plein régime pour le moment, mais ce n'est pas vraiment la culture qui est mise en avant. Mais évidemment, il faut soutenir ce secteur parce que sinon, il va s'écrouler complètement. Il renaîtra forcément parce que la culture, sauf si on la fait taire sous un régime dictatorial, la culture, elle fait partie de nous, de notre ADN, c'est notre respiration. Et dès que nous pourrons de nouveau respirer sans masque, ben, les chanteurs vont chanter, les peintres vont peindre, etc. Mais pour l'instant, les acteurs de la vie culturelle ont, et pas seulement les acteurs, mais tous les membres de la communauté culturelle ont d'énormes difficultés économiques, parce qu'il y a évidemment les plus connus, les plus nantis, ben, ça va, merci, et j'en fais partie, mais ça ne m'empêche pas d'avoir beaucoup d'attention pour ceux qui ont besoin d'une aide. Et il y a surtout tous ceux qu'on ne voit pas. Ce sont les gens qui travaillent en coulisses des spectacles, ce sont les machinistes, ce sont les éclairagistes, ce sont les assistants au cinéma. Enfin, il y a des milliers, des centaines de milliers d'emplois dans ce domaine qui sont actuellement en grand danger. Donc, il faut évidemment les aider. Parce que n'oublions pas aussi que nos pays, le vôtre et le mien, rayonnent à l'international aussi par la culture. Bien sûr. Et donc, c'est une denrée, pour parler prosaïquement, j'aime pas cette terme, mais c'est une denrée économique de première importance. Merci. Évidemment, c'est pas, voilà, il n'est pas seul dans votre vie, mais on ne peut pas faire sans penser au chat, évidemment. Comment avez-vous donné naissance à ce personnage? Alors ça, si je m'étais imaginé que vous alliez me poser la question, j'aurais préparé un petit dessin que je peux montrer. Bon, mais je vais essayer de vous décrire. J'ai d'abord été comédien professionnellement, mais avant ça, je dessinais déjà, et puis j'ai toujours dessiné parallèlement. J'ai publié mon premier dessin quand j'avais 16 ans, et j'ai toujours publié, fait des expositions, etc. Mais le chat est né un peu plus tard dans ma vie, en 1983. Je suis né en 54, donc j'avais 29 ans quand il est né. Je ne pensais pas du tout me lancer dans ce domaine du dessin, c'est-à-dire le dessin d'humour et lié à la bande dessinée. Je faisais des dessins, pièces uniques, personnages non récurrents, situations surréalistes, parfois très noires, humour grinçant, et c'était des aquarelles ou des dessins à l'encre de Chine qui étaient exposés dans des galeries. C'était très loin du chat. Et en 1980, j'épouse ma, ma femme. Enfin, au moment où je l'épouse, elle n'est pas encore ma femme. Mais enfin, vous voyez, donc on se marie en 1980. Et pour remercier les amis qui nous avaient fait des cadeaux au mariage, je dessine un petit carton. Et sur ce carton qui était plié en deux, je dessine, on voit apparaître, quand on le sort de l'enveloppe, une Madame Chat avec un grand sourire. Et quand on ouvre le carton, on voit qu'il y a un Monsieur Chat qui est en train de la lutiner. Et ça a fait rire tout le monde. Et je nous ai représentés en chat. Ce n'était pas le chat, c'était elle et moi en chat. 3 ans plus tard, naissance de Antoine Chance, le chanteur. Enfin, oui, déjà, il criait très fort. Donc, c'est drôle parce que le soir de sa naissance, il criait tellement fort, il avait une bouche tellement grande que le médecin a dit, lui, il sera chanteur. C'est vrai? Vraiment? Oui, oui, c'est Ça, vraiment, vraiment vrai. c'est génial, c'est super. C'est incroyable. Mais c'est vrai qu'il avait une voix qui portait. Et donc, je redessine un petit carton avec le bébé chat et les parents chats. Et 3 mois plus tard, il y a un journaliste du soir, le grand journal belge, qui tirait à l'époque à 350 000 exemplaires, ce qui est énorme pour un petit pays, qui me dit, voilà, on cherche un dessinateur qui pourrait inventer un personnage qui illustrerait un supplément hebdomadaire. Et on a fait appel à 3 autres dessinateurs et à toi. Est-ce que tu as envie de participer au casting? Et je lui dis, bah oui, pourquoi pas. S'il me dit, c'est pour telle date, c'est pour le 4 mars. Et je dis très bien. Le 3 mars, il m'appelle, il me dit, tu n'oublies pas que c'est demain? Je dis, non, 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 bien sûr, comment peux-tu imaginer que j'ai oublié? En fait, j'avais complètement oublié. Et donc, je dis, je t'apporte ça demain au journal, bien évidemment. Et le soir, je me mets à gribouiller 2, 3 conneries sur des feuilles de papier et je repense à ce chat que je m'étais dessiné en chat. Je dessine le chat, je lui mets un manteau, une cravate, je lui fais dire 2, 3 conneries. La première, c'était un strip, 3 cases, l'humour en valson. Et dans la première case, il dit pif.
dans la deuxième paf, dans la troisième pouf, et il dit c'est un bon début. Et je fais quelques autres dessins, j'apporte ça au journal le lendemain, et on m'annonce 2 heures après que c'est moi qui ai été choisi. C'était totalement improbable. J'ai commencé à dessiner dans le journal. Au départ, ça ne faisait pas rire tellement. J'ai même reçu une lettre anonyme qui disait « Monsieur, votre ours ne me fait pas rire ». Très bien. Les journalistes n'étaient pas convaincus, mais au bout de 3-4 mois, le public a commencé à accrocher et puis il est devenu la mascotte du journal. Et puis voilà, ça a démarré comme ça. Et c'est parti. Dans les BD, quand les personnages donc de dessinateurs, quand on les regarde bien dans les BD, on peut remarquer certains changements. Est-ce qu'on peut parler d'évolution ou de maturité de l'auteur quand les personnages évoluent par rapport au trait de crayon? Bien sûr, si on regarde les premiers dessins de Tintin, ils ne ressemblent pas du tout à ce qui sera 40 ans plus tard. Y a quelques dessinateurs qui sont arrivés très très vite à la maturité du style, mais la plupart ont évolué, dessiné pourtant déjà très très bien au départ. Franquin qui a dessiné Gaston, si vous regardez le Gaston du début et puis le Gaston de plus tard, c'est pas le même Gaston. Tous, Mickey, il n'était pas le même, il a évolué, etc. Uderzo, par exemple, quand il a créé Astérix, alors Astérix a évolué, mais pas tant que ça. C'était déjà presque parfait dès le départ. Mais Uderzo est un génie. Moi, c'était le chat était beaucoup plus sommaire, il était plus mince, il avait un plus petit nez. Enfin, c'est 2 personnages différents si on regarde le début et puis aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on apprend en faisant, qu'on apprend sur le tas, qu'on précise son trait, son style, que le personnage qui n'est qu'ébauché au départ prend de la substance, prend de la maturité et qu'on arrive à le faire de mieux en mieux. On a la chance de faire un métier dans lequel on peut s'améliorer en le pratiquant. Je dis toujours, j'espère que pour les pilotes d'avion, dès le premier vol, ils savent faire comme il faut. Parce que s'ils font comme moi, ils se crachent 12 fois avant de faire un avion. Justement, vous me faites rire. Quand est-ce qu'un sketch ou un dessin humoristique est réussi? Est-ce que c'est quand on rit soi-même de ce qu'on fait? Alors, vous savez, j'ai publié environ 15 000 dessins depuis le début. Si j'avais dû être écroulé de rire à chacun d'eux, je crois que je serais mort d'épuisement. Donc, nous avons besoin d'avoir une maîtrise de nos nerfs quand on trouve une chose hilarante pour rester bon sur le dessin suivant. Non, alors on n'est pas spectateur de son propre travail, mais on sait tout de même. Moi, je sais quand j'ai trouvé quelque chose qui va faire rire les autres, je le ressens parce que j'ai envie de rire moi-même. Alors, je ne dis pas que mes 15 000 dessins sont à se tordre, et ils ne sont pas tous aussi bons les uns que les autres. Évidemment, dès qu'on fait 2 choses, il y en a une qui est meilleure que l'autre. Mais quelquefois, ça m'est arrivé d'être... Là, je vous parle depuis ma table à dessin. Donc, cette table a vu couler des larmes de rire quand j'avais trouvé ce que j'appelle une belle connerie, au sens noble, connerie au sens noble du terme, qui allait faire rire les autres. Et en général, ça se vérifie. Je les montre à l'équipe qui est autour de moi. J'ai autour de moi, enfin, ils ne sont pas là, ils sont en télétravail pour le moment, mais j'ai un collaborateur qui s'occupe l'un de l'Internet, l'autre des contacts avec les galeries, le troisième du courrier, etc., le quatrième de faire des encadrements. Et alors, je le teste sur eux, et en général, ils sont pliés en 4 aussi quand ils voient ce dessin. Et pour les sketchs, vous savez, j'ai fait, je ne sais pas si vous avez connu ça à un moment, c'était le Docteur G répond à vos questions. C'était une séquence que je faisais à la radio, d'abord en Belgique, puis je l'ai faite à France Inter et à France 2. Et c'est donc, moi j'étais le docteur qui recevait du courrier de malades qui s'adressaient à lui. Alors c'était évidemment des faux malades, c'était moi qui écrivais les lettres, et puis je les lisais à l'antenne, et je répondais à ces pauvres personnes qui souffraient. Et tout ça sur un fond de piano de Richard Klederman. Et ça s'appelait « Le Docteur G répond à vos questions ». Et j'écrivais ces textes en général le matin, on enregistrait le jeudi toujours, j'écrivais le matin mes sketchs et je les faisais le soir à la radio avec mes complices, et on était toute une équipe avec différentes séquences et devant un public.
Et quand je lisais ma séquence, les autres riaient tellement, et le public riait tellement aussi, que moi, je me prenais des fous rires. Parce que du matin jusqu'au soir, et puis le début de l'enregistrement de l'émission, j'avais oublié les trucs que j'avais écrits. Et je les redécouvrais en les lisant. Ce n'était pas un sketch qui était répété. Voilà. Et donc, parfois je riais, je pouffais moi-même, ce qui faisait rire d'autant plus les autres. Et voilà, c'était très joyeux. Mais je vous ai souvent vu dans des reportages rire d'un dessin qu'on vous remontrait qui datait de quelque temps et ça m'a toujours beaucoup touché. En tant que dessinateur, vous aimez soulever des questions, ça c'est sûr, lancer des débats, mais est-ce qu'en tant que personne et à l'oral, vous vous sentez aussi courageux? Ah oui, parfois beaucoup plus. Ouais. Euh, oui, oui, pendant longtemps, j'ai beaucoup plus ouvert ma gueule que le chat ne le faisait dans les dessins. Le chat n'était pas très politique. Il était parfois social, il a toujours essayé d'être solidaire, et j'ai une production, si vous voulez, de dessins plus engagés, plus simplement solidaires. J'en ai produit beaucoup ces temps-ci pour remercier le personnel soignant, pour avertir les gens de mettre un masque, pour ceci, pour cela. Euh, et cette production-là, c'est pas une production qui va aboutir dans des livres parce que c'est des choses souvent moins drôles. Donc, quand je suis un petit peu échaudé sur un sujet qui me passionne, qui m'indigne, qui me révolte, j'ai tendance à être un peu premier degré, en disant maintenant, il faut arrêter vos conneries, il faut faire ça, faire ça. L'humour, lui, nécessite toujours le second degré, qu'il y ait une distance. Mais si vous regardez dans mes livres les plus récents depuis 2005, quelque chose comme ça, depuis le moment où j'ai commencé à dessiner dans Ciné Hebdo et puis Ciné Mensuel, ce que je continue à faire, vous verrez qu'il y a des dessins très grinçants, des dessins politiques, des dessins très incorrects. C'est pas le chat, c'est Non, moi quand mais même, parce que je suis l'auteur des dessins. Oui, oui, allez-y, allez-y. ben, j'avais une question justement par rapport à ça, mais que je ne poserai pas. Mais j'avais écrit quand vous en avez marre du chat, vous pétez les plombs parce que j'ai adoré cet ouvrage. C'est super. Voilà. Et justement, je pense qu'on se réfère à ce que vous êtes en train de dire. Les dessins, Mais voilà. absolument, mais merci ça me fait plaisir que ça vous ait plu. Moi aussi, c'est mon. Alors c'est pas mon jardin secret, ça fait partie de moi. Il y a un côté le chat gros nounours, ce qui plaît à toute la famille, et puis un côté très trash. Vous savez, quand Ciné m'a demandé de rejoindre le journal, j'étais encore chez Drucker. Drucker, c'est pas Harakiri, c'est pas Charlie Hebdo, et c'est pas Ciné Hebdo. Donc tous les vieux de la vieille chez Ciné, les copains de Ciné, les anards, etc., disaient mais enfin tu vas pas demander à Geluc de faire des dessins, il est chez Drucker, c'est trop consensuel. Et Ciné leur a dit attendez parce que moi je connais Geluc, on se connaît depuis longtemps et vous allez voir qu'à mon avis il peut produire des choses qui vous plairont. Et il m'a dit, voilà, ne dessine pas le chat, qu'il adorait par ailleurs, mais il a dit, dessine des choses plus en phase avec le journal, lâche-toi. Et d'ailleurs, on va appeler la rubrique Geluc se lâche. Et j'ai produit des dessins, mais que moi, je pratique depuis très, très, très longtemps. J'ai sorti des choses, mais qui ont cloué les mecs sur place. Et qui ont dit c'est horrible, il est encore plus atroce que ce que nous on fait. Et donc, voilà, je peux le faire aussi. Mais maintenant, je voulais revenir juste à votre question sur est-ce que moi, je peux ouvrir ma gueule comme je peux le faire dans les dessins. Oui, alors c'est une histoire plus ancienne et dramatique, mais enfin, dont vous avez sûrement entendu parler, qui est l'affaire du trou en Belgique, au moment Bien où sûr, la malheureusement, police, bien la sûr. gendarmerie, l'État ont complètement failli dans les enquêtes qu'ils devaient mener pour sauver les petites filles qui auraient pu être sauvées. Vous savez que le nom de Dutroux était sur le bureau d'une juge 2 jours après l'enlèvement et elles sont restées prisonnières dans une cave pendant plus d'un an. Bon, euh, la situation était tellement intolérable à ce moment-là que je suis beaucoup intervenu dans les médias. J'ai fait des prises de parole devant 100 000 personnes dans Bruxelles. J'ai hurlé aux côtés des parents mon indignation devant
cette aberration judiciaire et policière, parce qu'il y a vraiment eu des manquements gravissimes et il y a beaucoup de choses qui ont été étouffées dans cette affaire. Et je ne suis jamais partisan de théorie du grand complot. Je vous assure qu'il ne s'agit pas de ça. Mais quand on regarde, je me suis documenté, je connaissais cette affaire sur le bout des doigts, j'ai rencontré les enquêteurs, j'ai rencontré des juges, des policiers, et il y a vraiment eu des saloperies qui ont été faites et qui ont été couvertes par la hiérarchie, qui ne sont jamais sorties. Et bien sûr, j'ai crié mon indignation, je l'ai fait en mon nom, et ça m'a valu d'ailleurs beaucoup d'ennuis à l'époque. Mais ça Justement, ne m'empêche pas. pardon, vous êtes un homme engagé, c'est sur ça que j'allais venir. Le confinement a eu des conséquences terribles sur l'augmentation des violences conjugales, malheureusement. Un de vos dessins dit: celui qui violente une femme ou un enfant agresse l'humanité entière, et l'humanité entière en a marre. Peut-on dire de vous que vous êtes un féministe? Ou non, juste quelqu'un qui descend les belles choses, qui défend les belles choses, pardon. Ah non, non, moi je suis féministe depuis, je vais vous dire une date très précise, depuis avant mes 18 ans, donc je suis né en 52, depuis 62, les années 70. Vous n'étiez pas né, je crois. Non. Non. Donc, c'était la grande période du féminisme, enfin des débuts du féminisme, avec Gisèle Halimi, avec la pétition c'était les 43 salopes ou je ne sais plus quoi, enfin bon, la loi sur l'avortement, etc. Donc, j'ai pris conscience du côté impératif de ce combat-là parce que c'est pas tout seul, mais j'ai eu une petite amie qui était très féministe à cette époque-là et qui m'a ouvert les yeux, qui m'a fait lire des livres sur des féministes anglaises, américaines qui avaient écrit des choses fracassantes. Et depuis cette époque, je n'ai jamais cessé de dire mon indignation face à la façon indigne dont les femmes sont traitées, aussi bien aussi bien par des religions que aussi bien par la société patriarcale que la profession, que dans tout ce qu'on sait. Et puis dans les violences qui leur sont faites, et puis dans le mouvement MeToo, etc. Donc je suis très, 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 très féministe. Et dans ma vie, à moi, je le suis aussi. C'est-à-dire que je suis un homme qui a élevé avec ma femme et qui a pris une grande part dans. On ne dit pas l'élevage des enfants, hein, dans l'éducation. On pourrait, il y a des fois, on J'ai élevé pourrait. mes enfants. J'ai même choisi de quitter le métier de comédien pour pouvoir être beaucoup plus à la maison comme dessinateur et m'occuper des enfants. Pendant une longue période, ma femme travaillait. Quand elle rentrait, les enfants avaient eu leur bain, ils avaient dîné, ils étaient en pyjama, enfin, etc. Donc je suis, et je continue à le faire, je cuisine beaucoup, je fais le ménage, je veux dire, voilà, ça me paraît la moindre des choses. Et ce dessin que vous citez fait partie d'une action que nous menons avec la chanteuse, l'ex-chanteuse, elle n'aime pas qu'on dise enfin ça a été une merveilleuse chanteuse, Kadjanine, d'origine congolaise, qui est belge, et tous les deux, nous avons lancé un appel, nous avons fait un communiqué de presse, nous avons beaucoup sollicité les journalistes et les politiques pour leur demander de prendre à bras le corps, pendant cette période de confinement, ce problème dramatique des violences intrafamiliales, parce qu'il y a la violence faite aux femmes, mais aussi aux enfants. Et les enfants sont parfois simplement témoins des violences faites à leur maman, mais c'est des enfants qui sont démolis à vie. Et en Belgique, nous sommes lanterne rouge européenne pour cette problématique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un centre fédéral, un centre national qui gère cette problématique. C'est plic-ploc. Dans un endroit du pays, c'est la police, et puis qui passe à un assistant social. Dans d'autres endroits, il y a un juge qui prend le dossier, mais qui le transmet à un truc. Enfin bref, il faut prendre exemple sur l'Espagne, qui a adopté une politique remarquable en la matière, suite aux protestations et au militantisme d'associations féministes. L'Espagne a débloqué un budget de 5 milliards d'euros sur 5 ans et a créé une chaîne qui prend le problème de A et qui le suit jusqu'à Z. Parce qu'il y a tellement de facteurs. Il faut protéger. La première chose à faire, c'est de protéger la femme victime de violences et les enfants. C'est d'éloigner le mari violent
non pas éloigner, parce qu'on dit toujours elle a qu'à aller se réfugier. Ben non, c'est lui qui doit partir. De c'est l'éloigner, de sûr. l'empêcher de revenir, bracelet électronique, d'éventuellement intenter une action en justice contre lui pour l'incarcérer. Pas seulement l'incarcérer aussi, lui faire suivre des stages de réinsertion. Vous savez que les hommes violents qui ont suivi ces stages, à 80% n'ont pas récidivé. Ça laisse une petite lueur d'espoir. Bien sûr. Bref, il y a tellement de choses à faire. Et nous avons en Belgique 40 associations qui travaillent comme elles peuvent, avec des petits moyens, qui sont pleines de bonne volonté, mais ça ne suffit pas. La bonne volonté ne suffit pas et on a trop tendance dans nos sociétés à déléguer les trucs à des bénévoles qui vont, qui vont se donner toute leur énergie pour essayer de venir au secours des gens qui en ont besoin. Mais non, il faut des moyens et il faut des instruments d'État et des instruments juridiques et policiers. Je n'ai pas été trop long. Non, c'est très très bien et très intéressant. Alors moi, mon idée, c'est que je coupe jamais rien. Vous êtes Ah, actif dans la vie démocratique, surtout avec comme arme un feutre et une feuille blanche. Je vous ai entendu dire que quand vous étiez petit, vous pensiez que la démocratie était là pour toujours, ainsi que la paix. Est-ce que vous avez la sensation que notre monde régresse? oui. Quand j'étais petit, donc dans les années 50, ma famille sortait de la guerre, mes parents rêvaient d'un monde de fraternité. Mon père était persuadé que quand nous serions grands, mon frère et moi, le service militaire n'existerait plus parce que la paix régnerait dans le monde. Euh, Mon frère a fait son service militaire, moi j'ai réussi à me faire déformer voilà, en trichant, mais bref. Euh, le service militaire existait encore. Et moi, au moment où nous avons eu, ma femme et moi, 25 ans, au moment où 25, 28 ans, au moment où on s'est dit on a eu envie d'avoir des enfants. Jusque-là, je m'étais toujours dit, je n'ai pas le droit de mettre des enfants au monde sur une terre qui va aller de plus en plus mal. On était dans les années 80. Et puis, on a vu autour de nous des amis et des frères et sœurs qui avaient des enfants. Et ça nous a tellement bouleversés qu'on s'est dit, on va en faire aussi. Parce qu'on voyait aussi autour de nous plein de cons qui faisaient des enfants. Et on se dit, si on laisse que les cons faire des enfants, le monde va être pire dans quelques décennies. Bon, malheureusement, les cons ont continué à faire des enfants aussi et qui sont devenus certains pas brillants. Bon, je ne juge pas mes contemporains, mais enfin, il y a quand même une grande quand même trop d'abrutis sur cette terre. Ceux qui votent Trump en sont la preuve. Euh, et euh, je me dis que j'étais alerté sur l'urgence du combat féministe dans les années 70 et puis sur une autre urgence qui était celle du combat écologique. Dans les mêmes années, je lisais aussi les écrits de René Dumont, qui fut un grand écologiste français, qui nous a alertés dans les années 60 déjà de tout ce qui allait se passer par la suite si on ne changeait pas notre manière de vivre, de consommer, de nous déplacer, etc. Et il est mort dans le début des années 2000, hein, il a vécu très âgé. Et malheureusement, tout ce qu'il disait est en train de se réaliser. On ne Mais l'a pas écouté. vous avez fait une bulle du chat qui disait 1 million d'espèces menacées par une espèce de con. C'est bien ça. Oui, ah ben Donc voilà, oui, ça c'est ça, résumait exactement. bien la C'est un situation. dessin. Voilà, c'est un dessin que des jeunes portaient. Il y a Raoni, vous savez, le chef indien qui était venu marcher à Bruxelles, et tous les jeunes autour de lui avaient ce dessin. Moi, j'étais là aussi. Et voilà, bon, mais on ouvre notre gueule, on essaye de dire les choses, mais les oreilles ne sont pas toujours ouvertes et accueillantes à nos propos. Euh, donc, il y avait ces combats, le combat social qui ne cesse jamais, mais le combat féministe, le combat écologiste. Et je me suis dit, tiens, c'est ce que nous défendons là est tellement fondamental, tellement limpide, tellement évident que forcément tout le monde va se rallier à ce combat-là. Et c'est un combat qui va
C'est même plus un combat qu'il va leur faire, c'est une grande marche tous ensemble vers un monde que nous allons essayer de bâtir de façon différente. Et puis je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout le cas et qu'il y avait très peu de gens qui étaient prêts à descendre dans la rue et à défendre ces valeurs et même à changer leur mode de vie et à manger des produits plus sains, etc. Alors, je ne vais pas vous faire un cours d'économie et d'écologie, mais c'est compliqué quand on a des faibles moyens d'acheter du bio qui est plus cher, etc. Tout ça fait partie d'une culture qui doit s'étendre, d'une éducation, et ce n'est pas la télévision dont nous parlions tout à l'heure qui fait ce travail, qu'elle aurait pu faire d'ailleurs, qu'elle pourrait faire. Et donc, je commence à un petit peu me désespérer parce que se sont ajoutés à ces problématiques qui étaient déjà présentes dans les années 60, 70, 80, 90, sont arrivées ensuite l'Internet, les compagnies low cost en aviation, le tourisme de masse pour des milliards d'individus, l'ouverture de la Chine, l'ouverture des pays de l'Est, etc. Bon, très bien pour, si on veut, mais compliqué. Le commerce international, la globalisation et les fortunes considérables, indécentes que se font certains, je pense notamment à mon ami Jeff Bezos et Amazon, qui détruit des millions d'emplois à travers le monde et qui amasse des quantités d'argent dont on se demande à quoi il va servir un jour. Bref, ce monde-là vient après tout ce que je craignais déjà dans les années 80. Donc il y a une espèce d'accélération aberrante et qui me fait craindre que nous allons dans le mur, tous ensemble. Ajouter à ça l'abêtissement général dû successivement à la télévision qui n'a fait que devenir de moins en moins digne, aux jeux vidéo, maintenant aux réseaux sociaux et on ne peut pas dire qu'on est dans la lignée du rêve d'éducation pour tous, comme l'ont rêvé ceux qui l'ont bâti à la fin du 19e siècle, pour une société cultivée, libre, créative, pacifique, etc. C'est pas vraiment vers ça qu'on va, et donc je suis un petit peu inquiet. Alors je dois absolument continuer à croire que ça va aller, malgré tout, parce que j'ai des petits-enfants et que je veux encore rêver pouvoir leur préparer un monde vivable. Ben justement, vous anticipez tout ce que je vais dire finalement à chaque fois, parce que la prochaine chose que j'allais vous dire, vu qu'on parlait de l'avenir, j'allais vous dire le mot papou. Et j'allais vous dire qu'on allait passer à des choses plus gaies. Si je vous dis papou, ça vous fait penser à... Ben oui, ça me fait penser à... Mais vous imaginez bien, à Marcel, à Clément, à Billy et à Bianca, qui sont mes petits-enfants chéris, qui ont entre 2, 3 et 8 ans, et donc je suis absolument fou, comme j'ai été fou de mes enfants, Antoine et Lila. Puis il y a beaucoup de papas qui sont fous de leurs enfants, mais moi je crois que j'avais un... Enfin, c'était particulier. Non, pour chacun, évidemment. On a le cœur qui explose quand on parle de ses enfants et de ses petits-enfants. Vous savez ce que j'ai fait pendant toute la durée du confinement, depuis maintenant 8 semaines? Non. Je ne les ai pas vus, évidemment. Ils me manquent furieusement. Et alors, c'est un truc que je n'avais jamais fait de ma vie. Je suis très mauvais dans des petits tours de magie. Mais je me suis un petit peu documenté et j'ai essayé d'en faire. Et je leur poste chaque jour vers 17h30 un petit tour de magie que je réalise pour eux et que j'apprends à faire. Et ils sont bluffés, évidemment, parce qu'ils ne savaient pas que leur papou était un magicien. Et ben, s'ils regardent votre émission, ils en auront la confirmation. Ah, ça, c'est super. En parlant d'enfants, justement, et de petits-enfants, qu'avez-vous envie de dire aux nouvelles générations? Que l'imaginaire et la création artistique ont encore plus d'importance?
elle n'en a pas, elle en a eu toujours terriblement. Mais je voudrais qu'il le sache. Il n'y a rien qui m'énerve plus que les gens qui se disent, tiens, ce qui est formidable sur Internet, c'est qu'on peut aller se servir parce que c'est gratuit. En fait, rien n'est gratuit. Quand un artiste a fait un travail de qualité, même si c'est pas, enfin, il a fait un travail, il est normal qu'il puisse vivre de ce travail. Il ne doit pas vivre dans le luxe, mais au moins être rétribué pour son travail. Et si on copie des choses sur Internet, ben on lui vole directement des choses. On va dans sa poche et on lui prend quelques euros. Et ceux qui disent ah ben oui, mais pourquoi on paierait parce que c'est gratuit. Mais non, rien n'est gratuit. Ce qu'on croit être gratuit, on le paye quand même. On le paye à travers la publicité. Et ça, on s'en rend pas compte. Mais si vous allez sur des trucs où vous servez de trucs gratuits, on vous passe des pubs. Et ces pubs, mais vous le payez parce que quand vous achèterez une canette le lendemain ou un paquet de chips le surlendemain, eh ben dans le bénéfice fait par la marque, ils ont compris une partie réservée à la publicité. Donc, c'est celui qui croit avoir le truc gratuit qui finalement finance. Donc, il le paye quand même. Ça, c'était une petite. Mais la culture, c'est tellement ce qui compte parce qu'elle est partout. Nous avons tous de l'émerveillement devant de la musique, devant des belles images, devant de belles photos. Et derrière ces images, derrière chaque note, derrière chaque mot écrit, il y a un artiste qui a mis tout son cœur et qui a sorti des choses, le meilleur de lui-même pour en faire cadeau à ses contemporains, à ses concitoyens. Donc il faut le prendre comme ça, il faut chérir les artistes, il faut chérir la culture et se dire quel est notre lien à tous. C'est elle qui nous rassemble. Elle rassemble des gens qui ne se connaissent pas et qui pourtant se retrouvent tous ensemble dans une salle de concert, dans un musée, qui écoutent en même temps le même morceau de musique dans leurs écouteurs à travers le monde. Il y a un lien entre ces êtres humains et c'est cette culture qu'ils aiment et qu'ils chérissent. Et donc, il faut essayer, je dis bien essayer, d'être curieux, de s'intéresser aux choses, de lire. Je sais que la génération actuelle ne lit plus beaucoup, mais je vous assure que lorsque vous tombez sur un bouquin qui vous passionne, vous ne le lâchez plus. Parfois, ça met du temps. Il faut parfois lire des livres et puis si on ne les aime pas, on les laisse tomber. Et puis tout à coup, comme avec les gens, il y a une histoire d'amour qui se crée, une histoire d'amitié. On tombe en amitié avec un livre et puis en amour. Et là, on ne peut plus s'arrêter. Et quand on a terminé, on va chercher un autre livre du même auteur et on continue. Et je ne parle pas que du chat. Je parle de romans, je parle de livres qui nous racontent des histoires, qui nous font rêver, qui nous émeuvent. Voilà. Et le phénomène qu'on connaît à travers les séries qu'on regarde sur Netflix ou ailleurs, et qui sont addictives, j'en suis moi-même une victime, on peut la voir à travers la lecture. Et ce n'est pas un effort de lire un livre qu'on aime. Voilà, il ne faut pas croire que la culture c'est un effort à fournir. Non, c'est juste du plaisir à prendre. C'est comme aller dans des musées. C'est pas chiant d'aller dans des musées. Alors, il y a des musées qui sont un peu rasoirs, mais quand on tombe en arrêt devant un tableau qui vous explose à la figure, et ça peut être Rembrandt et ça peut être Basquiat. Moi, j'aime ces deux artistes, mais quand ça vous prend au trip, ça vous prend au cœur, et il faut se laisser faire, et c'est trop bien. Un livre qui vous a particulièrement marqué, vu que vous parlez beaucoup de lecture, ce serait quoi? Alors moi, je dirais plutôt Pour l'instant, je suis en train de lire des livres de Pierre Lemaître, qui avait écrit Au revoir là-haut, je crois, et puis il a écrit des policiers aussi. Et je suis complètement dedans. Enfin, on ne peut pas lâcher des livres comme ça. Pierre Lemaître. Au revoir là-haut, c'était dans les tranchées, hein, c'est ça? Je Oui, l'ai lu. exactement. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, je suis qu'au début de Pierre Lemaître. Il a écrit beaucoup de livres, mais j'ai envie de continuer. Je vous conseillerais aussi des livres de Cavana,
qui est un de mes auteurs favoris, Kavanagh, qui a écrit les Rital. Les Rital, vous lisez les Rital, vous ne pouvez pas ne pas aimer ce livre. Et puis, je ne sais pas si on lit encore Frédéric Dard, alias San Antonio. C'est des romans policiers, alors qu'ils sont des vrais romans policiers avec une intrigue, Commissaire San Antonio, et c'est à pisser de rire aussi, parce que c'est à la fois policier et à la fois hilarant. Et c'est écrit dans une langue très, très inventive. Voilà, 3 conseils que je donnerais. Merci. J'ai reçu un autre artiste il n'y a pas longtemps qui s'appelle Thomas Dutronc et qui vous demande à quoi ressemblerait le personnage de Luke Skywalker. Alors, j'aime beaucoup Thomas Dutronc, vraiment. Je l'ai rencontré 2 fois, je le trouve formidable. J'adore l'artiste, j'adore le chanteur. Mais Thomas, si tu nous écoutes, je trouve que ta question manque de dignité. Tu te laisses aller à faire un jeu de mots. Luke Skywalker. Parce que Luke Skywalker, es-tu vraiment fier de toi? Moi, je ne le serais pas. Et je suis incapable, non seulement ta question est nulle, non, elle n'est pas digne. Voilà. Elle n'est pas digne de toi, de l'artiste, de la personne brillante que tu es. Mais en plus, je suis incapable d'y répondre. Parce que j'ai dû aller vérifier sur Internet qui était Luke Skywalker, qui fait partie de la saga de la Guerre des Étoiles. Je n'ai jamais vu un seul Guerre des Étoiles. Je ne suis pas du tout intéressé par la science-fiction. Donc je sais que ça passionne des millions, des centaines de millions de gens à travers la planète. Et moi, ça me laisse froid. Donc je ne sais pas qui est ce type dont tu me parles. Et je ne peux donc pas te dire à quoi ressemblerait le chat. Bon ben voilà, donc Thomas a sa réponse. Est-ce que vous, en tant qu'artiste, vous auriez une autre question à poser à n'importe quel artiste qui vous suivra dans l'art déconfiné? Alors, vous ne savez pas qui ça? Ce n'est pas une personne en particulier? Non. Vous avez pas encore la liste ou bien vous ne voulez pas me le dire? Je veux pas vous le dire parce que ce qui est drôle, c'est quand justement on pose des questions et qu'on ne sait pas à qui on les pose. Mais lui, il savait puisqu'il cite le chat et qu'il fait son jeu de mots foireux. Lui, il savait parce que c'est vrai que je connais Thomas et qu'à un moment donné, on en a parlé et que du coup, je lui ai lâché l'information. Mais c'est pas bien, je l'ai fait une fois, mais ça se reproduira pas. Ah, donc ça tombe sur moi. Il y a une fois et c'est sur ma pomme que ça tombe. Bon, voilà. Quand j'étais enfant, mon grand-père me racontait les 2 guerres mondiales qu'il a faites. Il a été militaire, la guerre des tranchées et puis la guerre 39-45. Et nous allons sans doute raconter à nos petits-enfants notre confinement de 2020. Alors, est-ce qu'on pouvait imaginer vivre un jour une chose pareille? Et est-ce que c'est la pire expérience? Non, attends, ça c'est nul. Je veux dire, parce il va y avoir des trucs plus graves, donc c'est pas ça que je veux dire. C'est difficile. Non, puis c'est bien. Je trouve que c'est bien de finir sur une note positive. Mais oui, voilà. Bon, alors voilà. Moi, je ne suis pas encore déconfiné. Voilà, nous sommes en voie de déconfinement. Chez nous, ça n'est pas encore arrivé, mais la première chose que je ferai en sortant de chez moi, c'est aller chez le coiffeur. Ne riez pas, s'il y en a plus beaucoup là, ceux-ci sont devenus... on me prend pour Jimi Hendrix. Voilà, c'est bien simple. Et quelle sera la première chose que tu vas faire, toi? Ou que vous allez faire, vous, si jamais je ne peux pas vous tutoyer? Merci beaucoup. Alors, je te vous vois. Parfait. Et juste pour finir, j'ai demandé à une personne que nous avons en commun de vous décrire en 4 mots. Voici sa réponse. Génial, gentil, généreux, gentleman. Moi, je suis allée voir geluk en néerlandais, ça veut dire bonheur. Et ça, je confirme maintenant, c'est bien vrai. Un immense merci à vous, Philippe Geluk. C'était un réel plaisir et un très, très grand honneur. Vraiment, merci. Bien, pour moi aussi, c'était un grand plaisir. Et je trouve, c'est bien, j'espère que la télévision va te demander de faire... Tout d'un coup, je passe au tutoiement. Parce que
Mais c'est bien, c'est bien. M'emmerde un peu. J'espère que la télévision va voir cette émission et te demander d'en faire une bientôt sur les canaux hertziens pour un petit peu relever le niveau. Oh ben, c'est vraiment très gentil ça. Mais bon, pour l'instant, on reste dans nos petites émissions à nous. On est bien entre nous aussi. Hein. Bon, merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir à tous. À bientôt. Ciao.